Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier temps fort du 5 mai des Agora Live de l'expérience client, où il est sujet de comment satisfaire et engager le client et le collaborateur de concert. Pour ce nouveau temps fort de 30 minutes, nous allons parler de parcours self-service et comment surtout réussir son projet de service automatisé. Et pour ce faire, nous accueillons deux invités. À ma gauche, Christina Barlier, Senior Solution Consultante chez Genesis. Bonjour Christina. Bonjour Geoffroy. À vos côtés, j'ai aussi le plaisir d'accueillir Thibaut Gerhardt, VP Customer Experience and Care chez Sodexo, qu'on dira BRS pour Benefits and Reward Services. Exact. Bonjour Geoffroy. Bonjour Thibaut. On commence par vous, Christina. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter Genesis avant de lancer un petit sondage ? Oui, merci Geoffroy. Donc Genesis, nous sommes éditeurs de logiciels depuis maintenant 30 ans, spécialisés et vus comme leaders dans tout ce qui est solution donc de la relation client. Nous avons aujourd'hui près de 11 000 clients un peu partout dans le monde. Et ces clients, nous les accompagnons au quotidien pour les aider dans leurs projets de transformation digitale et de parcours et d'expérience client optimisée. Donc il est vrai qu'on est connu historiquement vraiment pour nos solutions en prémisse, c'est-à-dire installées dans les data centers des entreprises, mais nous avons vraiment accéléré nos investissements sur le cloud et aujourd'hui avec près de 250 millions de dollars en recherche et développement, on a vraiment un catalogue très large de solutions, ce qui nous permet d'adresser tout type de clients entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes entreprises, et surtout de tout secteur d'activité. Très bien. Thibaut, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots Sodexo, Benefits and Reward Services, parce que je pense que Sodexo, c'est très connu. La partie BRS l'est un peu moins. Alors en quelques mots, ouais, même si effectivement il faudrait beaucoup plus de temps pour présenter Sodexo. Donc Sodexo, leader mondial de la qualité de vie, 3 piliers, les services sur site, les services aux personnes et à domicile, et puis la partie dont je m'occupe et dans laquelle je travaille, qu'on appelle en français services, avantages et récompenses, Benefits and Reward Services. Donc très concrètement, en France, c'est une filiale qui met à disposition des entreprises, de leurs salariés, des solutions pour le repas, comme la carte resto, comme le pass restaurant papier, des applications mobiles, qui met aussi à disposition des chèques cadeaux pour les collaborateurs, donc tout un ensemble de services, d'avantages et de récompenses pour les entreprises et les salariés de ces entreprises-là. Alors, pas de chèque emploi service ? Si, aussi du chèque emploi service. Ouais, ça fait partie de la gamme. Ça fait partie de la gamme. C'est pas un produit aussi important que les deux autres que j'ai évoqués, mais il y en a. Très bien. Donc, on va parler de self-care aujourd'hui, de parcours automatisé. Mais avant de recueillir votre retour d'expérience, on va lancer un tout petit sondage pour davantage savoir où en est l'audience sur ce sujet. Alors, on va clôturer le sondage. Merci à tous d'y avoir participé. Donc, avec un taux de participation de 2/3 de l'audience. On remarque qu'à 38%, vous poursuivez le déploiement d'un projet de self-service, qu'à 38% également, vous envisagez de le faire à court terme. En revanche, vous êtes à 25% à affirmer que ce n'est pas prévu. Vous rebondissez un peu sur ces chiffres ? Oui, tout à fait. On voit un petit peu plusieurs on va dire, cas chez nos clients, certains clients qui ont déjà démarré ce type de projet et qui ont déjà implémenté de solutions de self-service, d'autres qui ont pas mal de questionnements aussi. Où mettre justement cette automatisation, puisque ça dépend un petit peu aussi des canaux de communication disponibles entre les clients et les entreprises. Donc ça ne me choque pas, effectivement ça correspond un petit peu à la réalité de terrain aujourd'hui que l'on voit quand on discute avec nos clients. Chez vous, Thibaut, ça remonte à combien de temps ce projet de self-care ? Vous êtes passé pour un extraterrestre ou ça a été accepté facilement ? Alors, pour être sincère, ça dépend des pays. Parce que le périmètre, c'est 32 pays sur lesquels on travaille. Dans 32 pays, on est présent. Il y a des pays où c'est juste normal et attendu et il n'y a pas de conviction à faire et les projets existent. Et des pays où, en revanche, c'est moins dans la culture. Donc, il faut pousser, peut-être passer pour un extraterrestre, comme vous disiez. Donc, on a des situations qui sont très différentes, même si on voit que le besoin, finalement, est très proche. Et l'acceptation en interne ou les émergences de besoins des consommateurs, des utilisateurs sont très différents. On en parlera tout à l'heure. Le self-service, c'est une chose, mais il y a le canal derrière le self-service. Donc, il y a beaucoup de situations différentes. Christina, très concrètement, est-ce que le self-service est une nécessité quand on veut digitaliser ses parcours clients ? Alors, je dirais ce n'est pas une obligation. Mais néanmoins, cela reste une nécessité. Une nécessité, pourquoi ? Puisqu'on constate quand même que c'est un outil qui vient en aide aux forces vives de l'entreprise, qui sont les collaborateurs, les agents des plateaux, de la relation client. Donc,
Oui, nous, on le recommande fortement de l'avoir et de le mettre à disponibilité ou du moins de l'activer pour des demandes, certaines typologies de demandes à faible valeur ajoutée. Donc des demandes qui vont pouvoir décharger un petit peu les plateaux et gagner du temps. Et on verra, Geoffroy, un peu plus tard, qu'est-ce que ça veut dire de gagner du temps, justement. Par contre, il faut bien garder en tête un point qui est essentiel, c'est que le self-service n'est pas un point d'entrée obligatoire dans le parcours des clients. Si on propose les mêmes parcours à tous les clients, donc on va dire des parcours très statiques, là l'expérience client et même l'expérience collaborateur va être moins bonne, alors que l'objectif c'est vraiment de personnaliser ce parcours et par moment il se peut que pour certains clients, pour certains contextes, à un instant T on se dise non là le self-service n'a aucun intérêt, vaut mieux le router sur une autre compétence. Donc c'est une brique dans la personnalisation et dans la possibilité des parcours digitaux. Exactement, ça fait partie des étapes dans un parcours, mais ce n'est pas une étape obligatoire. Quels sont les bénéfices génériques d'un projet justement sur le self-care ? Alors, je l'ai déjà un petit peu introduit, c'est effectivement désengorger les plateaux de centres d'appel. D'accord. On l'a vu ces 12 derniers mois, même un petit peu plus maintenant, il y a eu un phénomène de multiplication de ventes en ligne et de génération d'interactions entrantes sur les plateaux. Donc il faut trouver un moyen, les entreprises cherchent des moyens justement pour désengorger et libérer. Et là, le self-service a tout son sens, puisque c'est vraiment une source d'information qu'on va mettre à disposition auprès du client, et on verra un petit peu toutes les solutions de self-service qu'il existe aujourd'hui. Et c'est surtout de se dire, en désengorgeant les plateaux, on va libérer du temps. Et quand on dit libérer du temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un point de vue management, les superviseurs, les managers vont pouvoir vraiment se focaliser aussi sur leur métier, à savoir accompagner les collaborateurs, les former et faire également de l'analyse de qualité pour savoir si le service rendu finalement est de qualité ou pas. Donc il y a le côté effectivement libération, un peu désengorgement des flux en entrant sur les plateaux. Il y a le côté un peu management et formation qu'on va pouvoir mettre un peu plus en pratique. Et puis il y a un sujet aussi qui me tient assez à cœur, c'est côté collaborateur, se dire que le collaborateur est beaucoup plus satisfait car il est plus valorisé en fait. Il est valorisé, pourquoi ? Parce qu'il va vraiment se focaliser sur des typologies de demandes à forte valeur ajoutée. Et là, il va vraiment pouvoir jouer sur ce côté humain et émotionnel qui est vraiment la force de son accompagnement quand il est face à un client. Très bien, c'est très clair. Thibaut, vous vous retrouvez dans les propos de Christina? Ah oui, complètement. Après, pour réagir sur ce que dit Christina, je pense qu'il y a d'un côté, enfin, on dit le self-service c'est digital, mais il n'est pas que digital. On fait des self-service dans beaucoup de services clients depuis très longtemps, avec des serveurs vocaux interactifs qui reconnaissent le client, qui permettent de délivrer des informations. Donc, c'est pas quelque chose de si nouveau que ça. La difficulté aujourd'hui, c'est vraiment effectivement de délivrer ces self-service sur tous les canaux, que ce soit sur des canaux téléphoniques, mais aussi sur des canaux de type chat, bien sûr, mais de type WhatsApp. Et selon les pays, on voit des très grandes différences en termes de canal dans lequel il est attendu par le client de trouver ce self-service. Dans une application mobile, ça va de soi, mais sur certains pays, certaines pratiques, ça va être via WhatsApp que le self-service est attendu, ou d'autres. Il y a des outils comme Telegram. Et donc, c'est très important de prendre ça en compte parce que dans le canal est presque aussi important que le self-service. Et comment on fait aussi pour garantir que ce self-service il soit délivré de la même manière, quel que soit le canal qu'utilise le client pour nous contacter. Donc bien sûr, après je retrouve tout ce que dit Christina. Telegram en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent Telegram, pas. c'est alors au Panama, c'est plus fort que WhatsApp. C'est l'équivalent c'est une messagerie instantanée de type un peu WhatsApp qui on se trouve en l'occurrence au Panama est très puissante. Donc c'est nos consommateurs au Panama, ils utilisent Telegram et c'est comme ça qu'ils interagissent avec nos services clients et qui ont accès à un certain nombre de self-service et donc de réponses automatiques à leurs besoins. Et donc là, vous avez mis un chatbot sur Telegram en place? Exactement, donc il y a des solutions avec Telegram, comme on peut avoir un jour en Chine peut-être des choses avec WeChat, comme on aura aussi des choses avec certains pays où c'est encore Facebook qui est très présent, donc ça fait partie des attentes. Le canal lié au self-service. Vous avez développé ça essentiellement en Belgique, du moins le self-service tel qu'on va le discuter aujourd'hui. Quels ont été, on va dire, les enjeux globaux de ce projet ? En Belgique, c'est particulier parce que ça fait partie de... Donc, effectivement, il y a 32 pays. Je parlais du Panama. Bon, c'est un petit pays pour activité, mais la Belgique, c'est un gros pays et c'est un pays dans lequel on retrouve beaucoup de similitudes avec la France. Et ça permet de faire le lien aussi sur le self-service. C'est effectivement bien quand ça marche tout seul, mais il faut aussi qu'on puisse, comme disait Christina, c'est que ça puisse proposer une valeur ajoutée pour nos collaborateurs, pour nos agents en charge du service client. Et en Belgique, l'enjeu pour nous, c'était de trouver quelque chose par rapport au canal email.
On a un volume d'emails entrants très important. On a beau essayer de faire changer les habitudes de nos consommateurs, de nos clients, il continue à y avoir beaucoup d'emails. Donc, délivrer un self-service sur un email en soi, on se dit non, ça ne peut pas marcher. Par contre, mettre de l'automatisation dans le traitement de l'email, dans le pré-traitement de l'email qu'on reçoit, analyser le texte qui compose l'email, le router au bon collaborateur et éventuellement faciliter déjà le traitement de la demande, on considère, nous, que ça fait partie du self-service, quand bien même c'est de l'automatisation et que c'est sur de l'email et que c'est pas là-dessus qu'on imagine des self-services. Donc c'est le cas de la Belgique, voilà, où effectivement on a déployé ça et on va le déployer dans d'autres pays où on trouve une prépondérance de l'email dans les canaux utilisés par nos utilisateurs consommateurs. Chat, email, d'autres projets aussi pour un peu faire la quadrature du cercle? On évoquait les différents canaux. Je pense qu'effectivement, voilà, c'est l'omnicanalité du self-service. Et c'est la puissance de ce qu'on peut faire avec Genesis, c'est d'être capable d'aller pousser un self-service, quel que soit le canal. Et quand bien même ce canal est très local, d'être capable de l'activer et qu'il soit agnostique finalement d'une application ou d'un site web, ce self-service. Très bien. Christina, je me retourne vers vous. Quelles sont vos recommandations justement pour mettre en place une stratégie de self-service? On s'y prend comment? Alors, on s'y prend comment? Alors, ça va beaucoup dépendre, Thibault l'a dit, un petit peu du positionnement des entreprises sur ces différents canaux. Aujourd'hui, on voit vraiment 3 grandes familles en fait, de stratégies de déploiement. C'est les entreprises qui sont très orientées web, digital, et qui vont chercher justement à développer justement l'automatisation sur leur site web ou voire sur des applications mobiles. Et là, bien évidemment, on va retrouver tout ce qui est bot, avec des chatbots. Mais l'important, c'est aussi de pouvoir, quand on définit une stratégie, on va dire web, digital, c'est de pouvoir être bien présent sur le web, bien analyser le comportement des internautes pour à tout moment trouver le bon moment pour interagir et proactivement se mettre en relation avec l'internaute. Mais là, pas forcément de mettre tout de suite en contact avec un humain, on peut le mettre avec un bot. Donc là, on retrouve les chatbots. Sur le web, on va retrouver des solutions entre guillemets assez classiques, mais qui sont assez efficaces, tout ce qui est base de connaissances et de FAQ, qui font quand même pas mal ce travail d'affichage d'informations. Et le client, très souvent, les FAQ sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Donc c'est très, très important pour le client d'avoir également cette autonomie et de pouvoir aller chercher de l'information à tout moment. Donc sur le web, les FAQ, les bots, bien évidemment, et puis d'autres entreprises qui vont être plutôt focalisées sur la partie voix. Et là, avec du self-service interactif, alors on parle beaucoup de projets SVI nouvelle génération. Le but, une fois de plus, c'est pas de proposer un parcours statique, mais bien dynamique et qui soit adapté au contexte de l'internaute. Et là, on va retrouver des solutions de type VoiceBot pour être plutôt dans un mode conversationnel et échanger avec un automate. Très important, quoi qu'il arrive, à tout moment, et ça fait vraiment, c'est ce qu'on voit sur le slide à l'écran, s'assurer qu'il n'y ait pas de silo technologique. OK, l'automate peut gérer à un instant T, mais il se peut qu'à tout moment dans le parcours, le client ait besoin de parler avec un humain, un agent. Voilà. S'il y a des silos technologiques, les deux ne peuvent pas discuter ensemble. Donc très important de casser ces silos-là, d'avoir une solution complètement intégrée, et de pouvoir passer du bot à l'humain, et des fois même par moment de l'humain vers le bot. Typiquement, un agent qui va demander une empreinte de carte bancaire, par exemple, si on reste dans le monde, ça peut être du retail ou de la banque, on va certainement pas laisser ces informations à un agent. L'agent va basculer la conversation vers un automate qui va récupérer toutes les informations de cette carte bancaire, valider les différentes étapes et de nouveau rebasculer vers l'agent pour suivre la conversation. Donc le silo technologique est un point vraiment à prendre en compte dans ces projets d'automatisation. Et puis il y a un autre sujet très 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 important qui est la donnée, la pertinence de la donnée et le fait d'avoir de la donnée sur le client qui nous contacte pour pouvoir justement personnaliser ces parcours et s'assurer que l'automate est le bon interlocuteur à cet instant-là ou peut-être l'envoyer directement vers un agent humain. Très bien. Comment on contextualise le projet par rapport vraiment aux spécificités, à l'ADN, au positionnement stratégique et client de l'entreprise? Alors, on contextualise et on personnalise justement à cette donnée-là. Donc là, on va aller chercher toutes les données qui sont dans le SI d'entreprise, très souvent stockées dans les CRM, très souvent stockées dans les outils de marketing. Et puis, même par moment, on va pouvoir aller chercher de la donnée fraîche, c'est-à-dire de la donnée qui viendrait, par exemple, d'un parcours web qui vient tout juste d'être réalisé. Donc là, on aura récupéré de l'information et cette donnée fraîche, on va l'exploiter. Donc globalement, généralement, la donnée, on l'utilise pour se demander qui nous contacte à cet instant, pour quel sujet et surtout quel est son contexte et son actualité.
Par exemple, un client qui a lancé une demande de prêt immobilier ou qui a ouvert un dossier de sinistre auprès de son assureur, si on a cette information dans le SI, ce qui est le cas, bien évidemment, des entreprises, on va le récupérer et on va se dire, dans ce parcours, là, peut-être que plutôt que de le mettre face à un automate et on va dire à un parcours très statique qui est le même parcours à tous les clients, non, on va plutôt le mettre peut-être vers son conseiller personnel en agence qui connaît son sujet parce qu'on sait qu'il a une actualité chaude, ou encore vers l'agent du plateau qui a traité l'ouverture du dossier de sinistre. Donc, les silos technologiques vraiment à casser et puis la donnée absolument à exploiter. Et puis après, il y a un exercice à faire quoi qu'il arrive, c'est vraiment de cartographier un peu toutes les typologies de demandes qui peuvent exister dans l'entreprise. Les cartographier pourquoi ? Pour les mettre dans 2 grandes familles. Les demandes qui vont pouvoir être gérées et traitées par un automate et celles qui, quoi qu'il arrive, vont demander de l'émotion, de l'humain et du traitement humain. Très bien. Justement, Thibaut, sur ce côté mapping, on va dire des demandes clients, sur ce côté désilotage, cassage des silos, c'est quelque chose que vous avez vécu Je pense effectivement que c'est clé. Enfin, pour reprendre ce que dit Christina, c'est identifier quels sont les principaux motifs d'interaction avec nos clients, nos consommateurs, pour pouvoir développer les self-service. Ça, c'est le point de départ. Si je regarde ce qui s'est passé en France dans notre activité, donc on a une digitalisation très forte de nos supports. On avait des chèques restaurants papier. Il n'y avait pas besoin d'interagir avec l'entreprise qui les fournissait. Et puis on est passé sur des formats cartes, des formats mobiles. Donc ça a créé une explosion des demandes très simples pour connaître son solde, pour bloquer une carte, pour avoir un nouveau code secret ou changer son code secret. Ces demandes-là, si on ne les avait pas développées en traitement de type self-service, ça aurait fait totalement exploser nos centres de contact, ça aurait fait exploser nos coûts aussi. Et il faut qu'on maîtrise nos processing costs, nos coûts sur le service client. Donc, c'était un prérequis. Avec la digitalisation, c'était un prérequis d'être capable de développer sur les principaux motifs d'interaction des automates qui vont aller soit via un serveur vocal interactif, soit dans l'application mobile, soit via le site web et un chatbot, répondre aux principales demandes de nos consommateurs. Et je dirais qu'au-delà d'être un prérequis pour nous, c'est aussi une attente. L'exemple que vous citez, maintenant, les consommateurs sont habitués sur un certain nombre de tâches à ne plus interagir avec un service client. Ou alors on trouve quelques exceptions parce que ce sont des personnes qui n'ont pas accès à des smartphones, au réseau et autres. Mais globalement, c'est une attente de nos consommateurs et c'est une nécessité pour l'entreprise. Donc, je crois qu'effectivement, il est urgent de travailler sur les self-care tout en prenant en compte néanmoins les profils utilisateurs, comme on disait. Les consommateurs de nos solutions, ceux qui les utilisent au quotidien, chez les restaurants, dans les restaurants, chez les marchands, c'est indispensable d'avoir un certain nombre de self-service à leur disposition sur tous les canaux qu'ils peuvent utiliser. Sur nos clients entreprises qui vont acheter nos solutions pour les donner à leurs collaborateurs, les attentes sont un petit peu différentes. On a encore des usages qui vont varier sur la taille des entreprises. On a encore parfois des besoins très forts d'accompagnement, d'interaction chez nos clients. Et donc là, il faut effectivement adapter le parcours, comme le suggérait Christina. Et on ne peut pas être aussi je dirais, focus self-service qu'on le peut l'être sur la partie consommateur. Avant automatisation des parcours digitaux, vous saviez à peu près en volume combien ça représenterait ce qui serait libéré après des conseillers ? Alors, on l'a vécu parce qu'à petite échelle, le temps qu'on les mette en place, on a lancé des cartes sur le marché avant même d'avoir pu mettre en place les self-service. Donc, à petite échelle, on voyait que ça générait une dizaine d'interactions par consommateur et par porteur de cartes et par an, ce qui était à l'échelle de centaines de milliers d'utilisateurs, pas concevable pour nous. Donc on l'a fait à un petit niveau, on a modélisé que de toute façon, il y avait une nécessité, un retour sur investissement et qui plus est une attente. On parlait tout à l'heure dans la conférence précédente de NPS et de satisfaction client. C'est clé aujourd'hui d'être capable sur un certain nombre de demandes de proposer de l'autonomie à nos utilisateurs. Très bien. Christina, quelle solution vous préconisez dans ce type de projet d'automatisation ? Alors, on en a déjà évoqué quelques-unes, pas besoin de faire très compliqué d'ailleurs. Je parlais par exemple sur le web, déjà de la base de connaissances, c'est extrêmement, on va dire, puissant et pratique. Alors le côté FAQ et base de connaissances, c'est plutôt cet accès à la donnée, à l'information à tout moment de la journée, que ce soit
de nuit ou de jour. Donc tout ce qui est base de connaissances autour de la FAQ, sachant que c'est des FAQ, on va dire, dynamiques, en fonction de ce que l'internaute est en train de taper, ça va analyser le contenu et puis pousser de la matière, on va dire, pertinente. Et puis, oui, les automates, on en parle beaucoup, on parle même d'intelligence artificielle, qui sont un peu des satellites qui viennent se greffer justement à ces solutions d'automatisation. L'intelligence artificielle qui va permettre, entre autres, d'analyser finement l'intention des internautes ou ceux qui sont également sur la voix, sur le canal voix, pour pouvoir répondre efficacement. Donc la partie bot, du chatbot sur le web, du voicebot si on veut rester sur un canal classique voix et passer par du SVI quand on contacte l'entreprise. C'est vraiment les 3 grandes tendances, les FAQ, les bots, voice et chat qu'on constate aujourd'hui qui sont efficaces. La recommandation quand même, c'est pas de faire le big bang du self-service et pas mettre du self-service un peu partout. C'est pour ça que voilà, on se focalise sur un canal, la voix du web. Il y a des entreprises qui vont décider de lancer les deux, ça reste des beaux projets, mais vraiment pas se lancer dans un big bang, se focaliser et puis petit à petit, en fonction des typologies, ouvrir justement ce canal automatisé pour les différentes typologies et petit à petit, on augmente justement le nombre de types de demandes qui peuvent être générées par l'automate et avec le temps, finalement, ça permet vraiment de désengorger les plateaux. D'accord. Justement, Thibaut, je pense qu'il a utilisé un canal différent encore. Vous avez utilisé le mail en Belgique. Oui. Je crois que c'est bien cela. C'est combien de mails, justement? C'était vraiment sur les demandes aussi également qu'on a évoquées juste avant? Oui, alors les mails, c'est plutôt les clients qui ont une forte tendance à l'utiliser en Belgique. On a beaucoup de petites et moyennes entreprises clientes en Belgique, donc on est sur plusieurs vingtaines de milliers de mails par mois à traiter. Et un mail en service client, c'est la boîte de chocolat, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, donc on essaie de préparer le traitement du mail et effectivement de faciliter la tâche pour le responsable du service client. Donc effectivement, c'est clé, oui. En valorisation justement du collaborateur, du temps libéré, vous savez ce que ça a pu entraîner de vertueux parmi les équipes en Belgique? Alors c'est jamais toutes choses étant égales par ailleurs, il y a toujours des choses qui évoluent à côté, d'autres volumes qui augmentent, donc c'est difficile de considérer réellement ce que ça permet de générer en efficacité. Il y a des effets de rebond, On voit ce qui est vraiment important, c'est ça permet effectivement, vous évoquiez Christina, les tâches à faible valeur ajoutée que nos personnes au service client gèrent, mais finalement c'est des tâches à forte valeur ajoutée pour le client ou pour le consommateur. Donc c'est des tâches qui étaient nécessaires, et le fait de ne plus avoir à traiter ces demandes dites simples chez nos services clients, c'est une opportunité pour les personnes de les faire monter en compétences, d'aller un petit peu vers de l'accompagnement, de la vente croisée, de la vente de services, et non plus seulement traiter la demande du client ou l'utilisateur. Donc c'est vraiment aussi une manière de travailler sur le développement de nos ressources. On a beaucoup, nous, d'agents de service client en interne, même si on a aussi quelques prestataires externes. Et donc c'est vraiment développer leur engagement, préparer aussi leur avenir, leur donner des possibilités d'évolution avec des organisations qui évoluent, du fait qu'on a un volume d'interaction qui baisse et surtout qui se complexifie, qui nécessite d'avoir une plus grande polyvalence chez les collaborateurs, et donc aussi de s'organiser dans les services clients pour les accompagner là-dedans, parce qu'effectivement, c'est pas forcément le manager du service client qui va être en charge d'aller développer la capacité chez l'agent de service client à répondre à tout type d'interactions complexes pour tous nos profils utilisateurs. Donc ça amène aussi une réorganisation profonde, le déploiement des self-services, des services clients et de la mission qu'on a au service client, qui est du coup aussi quelque part plus reconnue en interne dans nos organisations. On voit que ça donne un petit peu plus d'importance au sujet expérience client, service client dans les organisations, et ça c'est clé. Donc si je lis entre les lignes, upselling et cross-selling de la part des conseillers. Oui. Mais également monter en compétences. Il y a des sujets que vous avez travaillé spécifiquement. Est-ce que c'est la polyvalence? Est-ce que c'est la montée en gamme, les demandes plus complexes? C'était quoi les sujets justement ça dépend des profils des agents. On a des agents qui ont une dimension commerciale, à qui on peut facilement demander d'être dans une proactivité, d'être dans cette vente additionnelle, et d'autres qui sont plutôt des experts historiques de l'assistance des clients et qui vont plutôt aimer justement prendre des demandes très complexes et à être un petit peu en mission pour le client pour arriver avec nos systèmes, nos back-office, à trouver la réponse à cette problématique compliquée qui n'a pas pu être traitée par le self-service. Mais dans les deux cas, ce qui compte, c'est que ce soit une opportunité pour le collaborateur. Mmh. Je vois, Christina, si on parle des pièges à éviter dans ce type de projet, je vois que le temps tourne très vite. En quelques mots, quels seraient les pièges à éviter Alors, c'est effectivement le fait de vouloir faire trop de self-service. Donc ça, c'est vraiment se focaliser de là où l'entreprise a besoin de décharger un petit peu les flux.
c'est certainement de vouloir mettre des parcours statiques et identiques à tout le monde. Et ça, c'est vraiment le piège et ce qu'il faut éviter, puisqu'aujourd'hui, la satisfaction du client passe à travers vraiment des parcours hautement personnalisés. Donc, éviter de faire du statique, faire en sorte que les plateformes soient suffisamment ouvertes et discutent entre elles. Quand je dis les plateformes, c'est la solution de self-service, la solution de relation client. Et puis, on en parlait, les données aussi qui sont stockées et qui sont vraiment source d'informations très riches. Donc, éviter que tout ça soit cloisonné, que ça communique pour proposer vraiment des parcours dynamiques, hautement personnalisé. Et puis, une fois de plus, Geoffroy, je le disais, ne certainement pas faire du self-service un point d'entrée obligatoire dans le parcours. Il se peut qu'à tout moment, en fonction de ce contexte client, on se dise non, là, le self-service n'a aucun intérêt. On va l'envoyer directement vers la ressource pour traiter la demande du client. Donc, c'est un peu les trois grands sujets. Et puis, il faut aussi s'assurer que derrière, en termes d'entreprise, de pilotage, de management, le management ait une visibilité sur qu'est-ce qui se passe globalement sur les plateaux de relations clients. Que ça soit côté agent en traitement, mais que ça soit également au niveau self-service. Et avoir, on va dire, les bons indicateurs, les bons éléments qui permettent de voir, oui, le self-service est efficace, il me permet de traiter et de désengorger un certain nombre d'interactions. Et puis, peut-être que certaines branches de mon self-service sont moins utilisées, sont moins empruntées. Et là, il y a peut-être un travail de redesign à faire au niveau de ces traitements. Très bien. On a vu un peu les bénéfices humains avec Thibaut. C'est quoi les autres bénéfices, justement? On voit entreprise avec le côté un peu levier business, humain avec la montée en compétences. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices, justement, côté conseiller, côté équipe? Alors après, il y a des améliorations de KPI, d'indicateurs. On a parlé du NPS avec la satisfaction du client. Automatiquement, le client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste avoir son information rapidement et facilement, donc pas de difficulté à trouver l'information. Donc dès qu'on va lui mettre des sources d'informations à disponibilité, lui, il va récupérer ces informations, il va être satisfait. Donc le NPS va vite être augmenté. On estime entre 10 à 20 points. Après, ça dépend vraiment de là où on part en termes de NPS. Donc le Net Promoter Score qui est amélioré, le FCR, le First Call Resolution, qui est le contact, la résolution au premier contact, désolé. Ça c'est pareil, puisque comme on a une bonne analyse du contexte et de l'actualité de la personne qui nous contacte, on va pouvoir dire est-ce qu'il est plus opportun d'envoyer vers de l'automate ou vers de l'humain. Et là du coup, on évite les rebonds de service en service, d'agent en agent. Donc un FCR amélioré. La satisfaction du collaborateur, ça je pense que c'est vraiment la clé de tout ça, puisque qui dit un collaborateur satisfait dit forcément déjà de la productivité aussi, améliorée, et va dire également un client en face qui va être satisfait aussi. Donc globalement, je pense qu'on a fait le tour sur l'ensemble des bénéfices remontés par ces solutions d'automatisation. Au niveau KPI, chez vous, Thibaut J'ai pas grand-chose à ajouter, mais si, juste pour vraiment, parce que c'est vrai que les collaborateurs sont très importants. Il y a nous, on mesure le taux d'engagement des collaborateurs et on regarde spécifiquement le taux d'engagement des collaborateurs dans les équipes service client et on voit des vraies améliorations dans l'engagement des collaborateurs après la mise en place de self-service et donc les opportunités que ça donne à ces collaborateurs-là, au-delà bien sûr du NPS, aussi tous les indicateurs financiers qu'on peut avoir, parce que il y a des investissements quand on met en place des self-care et donc il faut les rentabiliser. Mais vraiment, je pense que le bénéfice, il est pour l'organisation sur la capacité que ça nous donne à faire évoluer nos collaborateurs et à aller sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, donc à fidéliser ces collaborateurs dans un marché où il y a beaucoup de turnover sur les services clients. Donc c'est aussi un des avantages de la mise en place de self-service. Quant à dire que, pour finir, on parle de la FAQ, je trouve que c'est génial parce qu'en fait on a réinventé la foire aux questions qui a toujours existé. Moi j'ai fait longtemps du marketing, on avait des menus déroulants, alors maintenant un chatbot fait de la FAQ et ça paraît être une grande innovation, c'est juste on réinvente en fait les choses et on les améliore et c'est top. Ouais. Merci Thibaut. Un petit mot avant de conclure, Christina, si tu dois retenir quelque chose de cette session live, que doit-on faire concrètement pour réussir son projet de self-service ? Alors aujourd'hui, en 2021, si les entreprises souhaitent vraiment réussir leur projet d'automatisation et de self-service, il faut vraiment qu'elles s'équipent en fait d'un moteur d'omnicanalité, comme vous l'avez indiqué, un moteur qui va leur permettre d'orchestrer vraiment tout ce flux, toute cette masse d'interactions, que ce soit des interactions qui sont automatisées ou humaines. Il faut que ce moteur soit absolument, donc omnicanal, on l'a dit, temps réel également, pour qu'il puisse réagir en temps réel, en
fonction des nouveaux arrivants, en fonction de ce qui se passe sur les plateaux, pouvoir réagir en temps réel et prendre les bonnes décisions en fonction des données dont on dispose pour pouvoir router vers de l'automate ou vers de l'humain. Juste en conclusion, hein, on a vraiment de très 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 belles références dans le monde aujourd'hui chez Genesis. On accompagne vraiment tout type de clients de tout secteur d'activité. D'ailleurs, je remercie Thibaut pour sa présence, pour ce binôme, voire pour ce trinôme avec Geoffroy, parce que je pense que les retours de terrain et les retours d'expérience de nos clients sont vraiment les plus parlants. Voilà, avec la mise en place de Genesis Cloud chez Sodexo. Donc merci beaucoup pour votre présence. Je vois qu'on a une question que je pense qui s'adresse à Thibaut. On va y répondre pendant que le chat le sondage se termine. En 10 secondes, Thibaut, quel est le principal obstacle de votre projet au niveau de la data que vous avez rencontré? C'est tout simplement d'aller savoir où il faut aller chercher l'information. Ça peut paraître, dans des systèmes et des back-office qui sont parfois multiples et nombreux, c'est où on va chercher la bonne information pour pouvoir répondre au self-service. Donc je pense que c'est la principale barrière. Après, précisément, ça va dépendre de chaque pays, de chaque situation. Mais c'est un enjeu clé, effectivement, mettre en place un self-service, aller chercher la bonne information, synchrone, asynchrone, en temps réel, ça c'est toute la difficulté. C'est plus que 10 secondes, désolé. Non, mais c'est parfait. On va arrêter là le sondage. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité et puis de votre participation à l'ensemble de ces sondages. Merci Christina Barlier. Je rappelle que vous êtes Senior Solution Consultant chez Genesis. Merci Thibaut Guérard. Je rappelle que vous êtes VP Customer Experience and Care chez Sodexo BRS. C'est la fin de ce dernier temps fort de la première matinée, je vais y arriver, de l'Agora Live de l'expérience client. Je vous dis à demain. On va parler de Supra téléconseiller, on va parler de réhumanisation de l'expérience client dans un contexte de Covid. On va également parler de comment aligner la culture d'entreprise au RH et à l'expérience client. Autant de sujets passionnants que nous évoquerons demain et après-demain. À demain et à bientôt.